Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème l'investigation clinique du dispositif médical doté d'intelligence artificielle. Le webinaire sera présenté par Sylvie Lebeau, consultante en affaires réglementaires DM/DM/DIV chez MD101 Consulting. La présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat conversation en bas de votre écran et je les formulerai à Sylvie à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement à l'écran les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Sylvie Lebeau. Merci Nicolas, bonjour à tous, bonjour à tous, merci à tous pour votre disponibilité pour cette présentation et merci de vous intéresser à ce sujet passionnant qu'est l'investigation clinique sur un dispositif médical doté d'intelligence artificielle. Pour ce faire, je vais revenir dans un premier temps sur le contexte réglementaire et enfin sur les données cliniques d'entraînement d'un algorithme. Enfin, je reviendrai sur les données de démonstration de conformité, puis la surveillance après commercialisation, qui est une nouvelle attente des exigences réglementaires du règlement, par exemple. Donc, dans le contexte réglementaire, on sait que les choses sont de plus en plus complexes et que l'on a un enchevêtrement de plusieurs textes qui s'imbriquent les uns dans les autres. On a donc en premier lieu le RGPD qui permet de régler les données cliniques qui vont être nécessaires justement à l'entraînement d'un algorithme ou à sa composition ou à sa démonstration de conformité. On a en plus une stratification des exigences réglementaires du règlement si on est classé selon une réglementation dispositif médical ou dispositif de diagnostic in vitro, donc la réglementation 2017-745 et 2017-746. Et on a un nouveau règlement européen à venir sur l'intelligence artificielle pour lequel on a eu quelques guidance, quelques guides qui ont été émis avec on va dire, des spécifications hautes de ce règlement à venir sur l'intelligence artificielle. Donc, pour rappel, un dispositif médical doté d'intelligence artificielle peut être considéré, quand on ne considère que la partie logicielle, donc comme un dispositif médical en propre, un standalone software, comme on peut le dire en anglais. Donc, s'il est imbriqué dans un dispositif médical physique, par exemple des électrodes plus un logiciel, donc on peut aussi devoir appliquer d'autres exigences réglementaires, entre autres éventuellement une directive machine. Mais quoi qu'il en soit, pour l'investigation clinique d'un dispositif médical doté d'intelligence artificielle, il y a un point sur lequel je vais vraiment insister au cours de cette présentation, c'est de bien faire attention à chaque spécificité, c'est difficile à dire, locale, pour tout recueil de données cliniques en fonction des pays dans lesquels vous envisagez de recueillir ces données cliniques. Et donc également, attention aux spécificités locales pour les investigations cliniques qui sont une strate réglementaire supplémentaire à prendre en considération. Donc, quand on parle de contexte réglementaire, on parle aussi de système de gestion des risques, de gouvernance des données, de pratiques de gestion des données, de documentation technique. Donc, tous ces éléments vont être utiles justement pour le formalisme de l'investigation clinique. On peut aussi avoir besoin de fonctionnalités de journalisation. On pense beaucoup lors d'investigations cliniques à l'audit trail, de transparence et d'information des utilisateurs. Il y a un document essentiel dans l'investigation clinique qui reste la note d'information patient et le consentement patient. On a aussi des exigences en matière de surveillance humaine, des exigences de précision, de robustesse et de cybersécurité. Et là, on rentre vraiment dans la composition du dispositif médical incluant l'IA. On a également des obligations en tant que fabricant sur le dispositif et sur les procédures qualité selon le système de management de la qualité, le SMQ. Désolée, on a beaucoup d'acronymes, j'essaye de préciser. On a également des exigences applicables aux différents opérateurs économiques tout au long de la chaîne de commercialisation du dispositif médical et enfin des systèmes de surveillance après commercialisation. C'est pour ça que je tenais à insister sur ce dernier point. Donc, toutes ces exigences réglementaires ont un objectif commun. Dans un premier temps, donc, quand je parle de toutes ces exigences réglementaires, ce sont principalement les trois textes RGPD, réglementation DM ou DIV et règlement à venir sur l'intelligence artificielle. Donc, elles ont pour but de définir des catégories d'intelligence artificielle par une approche basée sur les risques. Donc, on sait tous qu'en fonction de l'utilisation, en fonction de l'intended use, en fonction du profil du patient, de sa gravité, du niveau d'intervention, l'IA ne va pas avoir le même impact sur le patient ou sur la prise en charge de ce dernier ou sur la prise de décision de la part du médecin. Donc, il faut vraiment définir cette catégorie d'intelligence artificielle.
On sait qu'il faut également donc définir ce périmètre d'intervention des algorithmes de fonctionnement, de les préciser, de les documenter. On doit définir s'il s'agit d'un apprentissage automatique, supervisé, semi-supervisé, non supervisé, quels seraient éventuellement les règles de classification, les critères de classification. Est-ce que c'est rangé selon des strates, ça peut être une méthode aussi de régression, une prévision quantitative, une segmentation. Donc vraiment, il faut préciser le fonctionnement de ces outils de façon à ce que derrière, au niveau de l'évaluation des autorités compétentes et des éthiques committee, des CPP en France, cela soit plus lisible en termes d'évaluation de la conformité et de l'évaluation éthique. Donc, il faut couvrir les responsabilités juridiques. Donc, je ne vous le cache pas que le réglementaire fait beaucoup appel au juridique pour les contrats. Et entre autres, on a besoin de contrats dans une investigation clinique qui soient très précis et qui définissent les responsabilités et le rôle de chacun des acteurs. On doit également définir les aspects éthiques dans le cadre d'une investigation clinique, justement pour bien protéger le droit des patients, mais également protéger les droits d'auteur de l'entité qui détient le dispositif doté d'intelligence artificielle. On doit se conformer aux exigences en termes de sécurité, de performance et de confiance et de transparence. Et enfin, on doit mettre en place une vigilance et une surveillance après commercialisation. Et la vigilance, même si on n'est pas encore sur le marché parce que nous réalisons une investigation clinique pré-marquage, est nécessaire dans le cadre d'une investigation clinique. Hop, pardon, je n'arrivais pas à appuyer sur la souris. Donc, on verra qu'une investigation clinique peut intervenir à n'importe quel stade de développement du dispositif médical. Mais le plus souvent, on la voit en phase de validation d'un dispositif en vue de conformité pour le dossier de marquage CE. Mais ça, c'est vraiment à définir selon le développement que vous prévoyez dans le projet de développement de votre dispositif médical. On sait que pour le développement d'une IA, le big data, donc tout ce qui concerne le jeu de données, les sets de données, permet vraiment d'accélérer sa courbe d'apprentissage et de préciser justement cette solution d'intelligence artificielle et permet vraiment l'automatisation des analyses de données. Donc, par conséquent, comme vous le voyez, la qualité des données est absolument primordiale et permet d'être plus fiable et permet d'être au plus près de l'intended use que vous allez revendiquer derrière, de l'usage prévu que vous allez revendiquer derrière. Donc, pour pouvoir recueillir des jeux de données de qualité, quelle que soit la phase de développement de votre dispositif médical, il faut prévoir des phases d'entraînement. Ces phases d'entraînement sont soit en vérification, donc lorsque je prends mon cycle en V avant la fin de mon cycle en V, soit en validation du logiciel. Et ce sont des étapes clés pour rendre l'IA médicale beaucoup plus fiable, s'assurer que la qualité des données est nécessaire et répond bien aux attentes et des spécifications que j'ai pu définir au début de mon projet, de confirmer que les algorithmes sont suffisamment robustes, sont exercés, ils sont adaptés à l'usage prévu et aux utilisateurs prévus. Et cela permet surtout de répondre aux interrogations de comment définir mes performances, comment définir mes fenêtres, par exemple. Est-ce que je vais donner une donnée plus une fenêtre de confiance, un intervalle de confiance. Ça permet aussi, ces phases d'entraînement, de minimiser les biais. On sait tous que c'est un des sujets principaux à gérer dans l'intelligence artificielle. On ne pourra pas éviter tous les biais, mais on va essayer de les minimiser au maximum. Et cela permettra de donner, dans la documentation technique de mon dispositif médical de marquage CE, des notions de répétabilité, de reproductibilité, de sécurité, de performance et donc de réduction des risques. Alors, comment avoir accès à ces données cliniques? Dans les données cliniques d'entraînement, il y a vraiment deux stratégies qui peuvent être mises en place. La première, pour accéder à ces données et permettre de garantir une représentativité de ces jeux de données, reste de mener une investigation dans un contexte RNIPH. Encore un nouvel acronyme. Donc, qu'est-ce qu'une RNIPH? C'est une recherche n'impliquant pas la personne humaine selon la loi Jardé, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à des jeux de données, ou vous allez demander à avoir accès à des jeux de données. Pour ce faire, en France, on a de la chance, la CNIL a bien travaillé et nous a mis en place des méthodologies de référence, donc la MR4, la MR5 ou la MR6, et ensuite les entrepôts de données. Donc, si on prend la première bulle, la MR4, qui permet de collecter des données de santé, en tant qu'industriel, on peut faire cette méthodologie de référence de la CNIL pour avoir accès à des dossiers médicaux, des enquêtes, des cohortes. C'est une méthodologie qui permet d'avoir accès à des données de santé dans le cadre d'études, d'évaluations, de recherche n'impliquant pas la personne humaine et présentant un caractère d'intérêt public. Les autres méthodologies de référence MR5, MR6 permettent d'avoir un accès par le biais d'établissements de santé ou de cabinets d'études ou d'industriels de santé aux données qui sont stockées dans le PMSI. Alors, qu'est-ce que c'est que ce PMSI? C'est un programme de médicalisation des systèmes d'information. Et le RPU
les résumés des passages aux urgences. Typiquement, si vous avez besoin de données dans votre intelligence artificielle qui proviennent de ces bases de données de santé, et vous pouvez tout simplement les utiliser et bien séparer donc, entre le jeu d'entraînement et le jeu de validation, par exemple, si ça suffit pour pouvoir prouver la sécurité et la performance de vos dispositifs médicaux. Et enfin, la dernière source d'information qui, elle, passe par le Health Data Hub et l'entrepôt de données. Et là, par contre, vous avez besoin de monter un dossier, donc toujours pareil, qui reste de la RNPH, mais qui permet d'avoir accès à des données plus particulières. Et donc, vous avez une évaluation par une entité de la CNIL qui s'appelle le CESRES. Donc, ceux qui ont connu le CCTIRS, c'était un petit peu l'ancienne version du CCTIRS. Je suis désolée, j'ai oublié l'acronyme du CESRES, mais si nécessaire, je vous le forwarderai, je vous le transmettrai par le biais de Nicolas ultérieurement. Donc aujourd'hui, dans un modèle d'intelligence artificielle, on a bien sûr l'importance des spécifications du modèle, de sa description, mais le deuxième élément principal qui a un véritable impact sur la performance et la sécurité de ce dispositif médical doté d'IA, c'est vraiment le jeu des données qui va être utilisé pour entraîner et valider l'algorithme. Donc c'est ainsi qu'on va obtenir une IA qui va rester performante. Autre donnée que je n'ai pas précisé ici, qui est le SNDS, très important, ce sont les données, donc là ça concerne tout le monde en tant que citoyen, ce sont les données qui sont gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, donc ça permet aussi d'avoir des données chaînées entre elles dans les bases SNIRAM, les bases de l'assurance maladie, les CPDC, donc tout ce qui est cause médicale de décès de l'INSERM et autres données que l'on obtient dans les assurances complémentaires. Donc ça vous donne aussi une autre source de données. Si par contre, on ne parvient pas à obtenir la donnée clinique nécessaire à mon entraînement ou ma validation et que l'on est obligé dans ces cas-là de mettre en place une recherche impliquant la personne humaine, donc selon la loi LRD, le fait de monter une étude clinique, on peut dans ces cas-là mettre en place des protocoles de collecte de données qui sont hors parcours de soins courants, qui vont permettre de garantir des caractéristiques pertinentes par rapport à la population visée de mon dispositif médical et aussi l'utilisation d'entrées de mesures suffisamment représentées dans un échantillon de taille adéquate. Donc, en gros, vous êtes en train d'essayer de reconstruire un échantillon représentatif. Et donc, tous ces jeux de données vont vous permettre de mettre en place des jeux de test et de vous assurer que votre vérification-validation du logiciel est conforme à votre norme applicable, je pense principalement à la 62304 et la 82304, si on est plus précis en termes de normes ISO. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir ensuite prouver, dans le cadre de ces protocoles, que vous pouvez aller en post-marquage CE à une généralisation à la population. Mais je vais revenir maintenant pour préciser un peu plus ce contexte précédemment à RIPH, parce que vous allez voir qu'on est en transition réglementaire et qui maintenant est à définir selon les investigations cliniques du MDR ou de l'IVDR, donc à savoir dans le MDR, donc le nouveau règlement des dispositifs médicaux, ce sont les articles qui sont reportés de l'article 62 à 82, et dans le règlement IVDR, c'est du 57 au 77. On est en cours de transition réglementaire puisqu'aujourd'hui, le Code de la santé publique va être modifié par l'ordonnance de la loi de la bioéthique qui est attendue au maximum en juillet 2022, puisqu'on doit suivre maintenant les réglementations applicables, entre autres pour le dispositif médical qui est paru depuis mai 2021. Et donc, en fonction de la classe de risque de mon dispositif médical, je vais avoir de plus en plus de preuves de données cliniques pour la conformité à générer et à utiliser dans le dossier de marquage CE, dans le rapport d'évaluation clinique. Mais j'ai envie de préciser un peu plus cette donnée, c'est-à-dire que cette information, si mon dispositif médical est sur un domaine qui n'a pas encore été couvert, si mon besoin médical est non couvert, si je suis sur une technologie disruptive et que je n'ai pas d'état de l'art, je vais aussi avoir besoin de produire des données cliniques beaucoup plus conséquentes puisque je vais un peu sur un territoire non couvert. Donc, en fonction de la classe de risque de mon dispositif médical et de ce qui existe dans mon état de l'art, je vais devoir générer ces données cliniques pour démontrer la conformité de mon dispositif médical et m'assurer que je suis conforme aux performances et aux risques que je souhaite couvrir dans le cadre de mes revendications de marquage CE. Si je reprends la réglementation telle qu'elle est depuis mai 2021 pour le dispositif médical, on a 3 catégories d'investigation clinique possibles en fonction du marquage ou non du dispositif médical. Donc, si vous êtes sur un dispositif qui est d'ores et déjà marqué CE et que vous êtes dans la destination prévue du dispositif, vous l'utilisez dans l'indication d'utilisation, on est dans ces cas-là sur des investigations de suivi clinique après commercialisation, la fameuse PMCF en anglais ou SCAC en français. Et donc, on peut rajouter des procédures lourdes et invasives. Et dans ces cas-là, on applique l'article 74. J'y reviendrai un peu plus tard dans la surveillance après commercialisation.
Si on est en dehors de ces revendications d'utilisation, on redémarre un établissement de conformité, on redémarre une investigation clinique avec une revue du dossier d'investigation clinique, comme si on démarrait d'un marquage CE from scratch. Si par contre, je vais me marquer CE ou je prévois de marquer CE sous peu mon dispositif médical, donc j'ai commencé mon dossier technique au format règlement, dans ces cas-là, je dois mettre en place une investigation clinique en vue d'établissement de la conformité. Donc, je reviens un peu dans la situation précisée au-dessus. Donc, je suis dans les catégories de l'article 62, paragraphes 1 et 2, et je vais revenir juste après. Et enfin, si je ne suis pas dans des choix de marquage CE immédiat, je peux faire aussi un établissement de conformité et dans ces cas-là, sur les slides immédiats. Aujourd'hui, je ne peux pas traiter des investigations cliniques non conduites pour établissement de la conformité parce que j'avoue que j'ai dû faire des choix. Mais si besoin était, je pourrais y revenir un peu plus tard dans la partie questions et réponses. Donc, que se passe-t-il quand je suis dans cette démonstration de conformité? En fonction de la classe de risque de mon dispositif médical et de son état marqué CE ou non marqué CE, je vais avoir deux processus de revue différents en fonction justement de cette classe de sécurité, cette classe de risque et du marquage CE ou non. Donc, si je suis marqué CE avec des classes de risque basses, on applique l'article 70 et paragraphe 7 du règlement, 7A pour être précise. On valide un dossier clinique. Donc, qu'est-ce qu'un dossier clinique? C'est un protocole dans lequel on va mettre l'objectif, les critères d'évaluation, les notes d'information des patients. Dans ce dossier, on va aussi avoir une partie du dossier relative au dispositif médical. Donc, on va avoir l'analyse de risque, l'analyse des bénéfices, l'analyse des risques attendus dans le cadre de l'investigation clinique. On a aussi les notes d'information vraiment exhaustives auprès des patients avec tout ce qui est explicabilité, tout ce qui est transparence par rapport au fonctionnement de l'algorithme d'intelligence artificielle pour le patient. Donc, toute cette partie validation de dossier est coordonnée par la NSM. Elle est transmise le même jour au comité éthique, le CPP, et à la NSM qui a un maximum de 10 jours pour revenir vers vous pour vous dire si c'est conforme ou non conforme. Et ensuite démarre une phase d'instruction. En classe basse, on a une évaluation éthique uniquement par le CPP qui revoit les consentements, qui revoit la procédure, qui revoit toutes les données cliniques que vous allez recueillir et qui ensuite émet un avis favorable. Avec une petite subtilité, si vous n'avez rien, silence, c'est un refus. Pourquoi je dis subtilité? Vous allez voir juste à côté. Donc, si par contre, je suis sur une classe de risque plus élevée, donc 2B non invasif, 2A invasif, 2B invasif, classe 3, donc on comprend que là, c'est vraiment le niveau de risque qui est plus important. On a sous le même format donc une validation du dossier qui est apportée à la fois au CPP et la NSM. C'est le même principe, même dossier, mais plus conséquent parce que forcément, je vais avoir plus d'éléments à fournir dans le cadre de l'investigation et surtout dans le dossier technique. Ensuite, j'ai de la même façon évaluation éthique par le CPP et la NSM. Donc, en parallèle, j'ai une évaluation éthique par le CPP, une évaluation scientifique par la NSM. La NSM vraiment fait un focus sur le dossier technique du dispositif médical et sur la pertinence de la recherche. Le comité d'éthique fait exactement la même chose que ce qui était à côté et en plus peut aussi faire une évaluation de la pertinence de la recherche. Et si vous êtes sur un dispositif médical très nouveau, innovant, vous avez en plus la possibilité d'avoir 20 jours supplémentaires de revue par des évaluations d'experts. C'est ce qu'on appelle le scrutiny process attendu dans le règlement. Et donc, la subtilité au niveau de la NSM, si vous avez autorisation, dont silence, donc vous voyez, c'est totalement contradictoire avec ce que je viens de vous dire tout à l'heure, les deux entités ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, si vous avez un silence de la part de la NSM, c'est une autorisation, alors que sur le CPP, c'est un refus. Donc, petit critère de vigilance. Donc, une fois que vous avez tous ces avis et que vous avez l'autorisation, vous pouvez alors mettre en place votre investigation clinique. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on a besoin de données pour construire son algorithme ou pour valider et vérifier son algorithme. On a besoin de ces données cliniques en phase d'investigation clinique pour justement prouver l'intended use, prouver le bénéfice du patient, prouver ses revendications d'utilisation en vue du marquage CE ou post-marquage CE pour étendre les revendications. Et on a aussi besoin de ces données cliniques dans ce que l'on appelle la surveillance après commercialisation. Donc, c'est un peu la nouveauté de l'annexe 3 du règlement.
les dispositifs médicaux et ceux dotés d'intelligence artificielle doivent être particulièrement surveillés en vie réelle pour éviter d'avoir des biais involontaires qui se mettent en place, une dégradation du modèle, une dérive de l'ensemble des données, des nécessités de surajustement. Et donc ça nécessite de mettre en place des procédures et des recueils de données proactifs. Et donc, moi, j'aime beaucoup une phrase mnémotechnique, le SCAC, le suivi clinique après commercialisation, est dans le SAC, dans la surveillance après commercialisation. Donc, on a besoin de procédures et on a besoin de recueils de données proactifs. Quelle est l'utilité de cette surveillance après commercialisation? Eh bien, c'est tout simplement de démontrer le maintien ou l'amélioration de la sécurité et de la performance du dispositif, donc peut-être de réviser ses revendications. Donc, cela nécessite de mettre en place, donc, comme je le disais, des procédures, des recueils de données, avec des finalités de surveillance des performances de l'IA, mais également des risques de tout ce qui aurait pu être relevé après le déploiement, après le marquage CE, après la mise en commercialisation de votre dispositif médical. Et donc, ça nécessite de déterminer des indicateurs de suivi de dégradation ou des indicateurs de suivi de dérive du modèle et donc de faire des campagnes d'évaluation régulière, des jeux d'entraînement réguliers. Donc, vous avez un dispositif médical qui continue à être marqué CE sur le marché. Vous avez l'intelligence artificielle qui continue, elle, à avoir une incrémentation des données et qui permet d'avoir un suivi, justement. Vous devez mettre en place un suivi d'indicateurs qui permet de savoir si l'intelligence artificielle est toujours performante ou non. Et donc, vous devez mettre en place des procédures de traçage, d'archivage et d'analyse de dégradation de performance qui vous seront demandées par votre organisme notifié. Et donc, cette surveillance après commercialisation permet également demande de mettre en place des mesures de contrôle appropriées pour gérer les risques et voir s'il n'y a pas des nouveaux risques encourus par le fait d'utiliser ce dispositif médical incluant de l'IA dans une population plus large. Et également, on doit définir ces seuils, des valeurs limites, des taux d'erreur maximales pour ce suivi de dégradation ou cette dérive de modèle. Donc, vous mettez en place des mesures de détection automatique, soit par l'utilisateur, soit par vous-même, de cette dégradation et de cette dérive, de façon à vraiment répondre à cette gestion des risques qui seraient nouveaux, des nouveaux risques déterminés que vous devriez déterminer par l'utilisation au long cours de votre solution de dispositif médical. Et un des moyens est de mener une investigation de suivi clinique après commercialisation. Pour aller plus loin, je me suis permise de rappeler quelques guides qui existent déjà grâce à la Commission européenne sur l'évaluation clinique, donc le SCAC et tout ce qui concerne la réglementation et les investigations cliniques. Et je vous rappelle juste que nous avons 2 guides qui sont en attente. Le premier, le guide MDCG sur l'intelligence artificielle selon le MDR et l'IVDR, et le futur règlement européen sur l'intelligence artificielle dont la proposition date d'avril 2021. Je vous remercie de votre attention. Alors merci Sylvie, merci beaucoup. C'est une présentation. Alors merci, bravo pour tous ces enseignements, cette richesse de renseignements et ce débit de parole. Parce Pardon. non, avec tous les acronymes, bravo. Nous avons déjà reçu des questions, donc je vais sans perdre un instant vous en formuler quelques-unes. Et vous pouvez bien évidemment continuer à en poser via le chat et Sylvie y répondra avec plaisir. Alors, première question, Sylvie, si le produit est marqué CE et que l'on souhaite faire des investigations cliniques hors du scope de la finalité du DM, mais que je ne suis pas fabricant, exemple établissement de soins, quelles sont les règles? Ah bah justement, c'était les règles que je n'ai pas abordées parce que j'ai fait un choix de temps. Donc, je reviens en arrière. Merci pour la question. C'est une super transition. Je ne sais pas qui c'est, mais merci. Alors, donc, je reviens. Donc, ce sont ces fameux établissements non conduits pour établissement de la conformité. Donc, si vous êtes un institutionnel, que vous n'avez pas de velléité de prouver, d'utiliser ces données cliniques en vue du marquage CE, donc dans le rapport d'évaluation clinique, vous pouvez vous retrouver donc dans les cas K2, K3, K4. Je suis désolée, c'est comme ça que la NSM les a renommés. Donc, vous pouvez faire une investigation clinique et dans ces cas-là, vous êtes dans une investigation clinique que l'on appelle autre. Voilà, vous cochez la case autre. Et vous pouvez donc réaliser cette investigation clinique dans cette case autre. Soit vous avez utilisé un dispositif qui n'est pas marqué CE et vous êtes dans un cas K4, me semble-t-il de mémoire. Sinon, vous restez dans le cas K3. Mais vous avez le droit de le faire et vous suivez la même procédure, c'est-à-dire que vous avez un besoin de soumettre à la fois au CPP et à la LNSM, le processus de revue est légèrement différent.
Alors, on enchaîne avec une autre question. Donc, si je comprends bien, pour des études observationnelles sur des classes 1 et 2A, il faut tout de même faire une soumission à l'ANSM en même temps que le CCP. Alors, en effet, c'est le gros changement. Auparavant, lorsqu'on parlait selon la loi Jardé en RIPH3, acronyme recherche impliquant la personne humaine de niveau 3, donc observationnel, on rédigeait un protocole, un consentement, on joignait la brochure utilisateur, enfin l'instruction d'utilisation, excusez-moi, et on soumettait uniquement en CPP. Cette époque-là est révolue. Donc, dorénavant, cela signifie que vous êtes dans un dispositif médical marqué CE dans la destination prévue du dispositif, donc possiblement dans une investigation clinique SCAC, article 82, voire article 74 si vous ajoutez des procédures lourdes et invasives. Et dans ce cas-là, vous devez soumettre, même si vous êtes dans une classe de risque basse, avec un dispositif médical marqué CE, une validation du dossier auprès du CPP et de la NSM. Eh bien, alors, une autre question. Quand et comment gère-t-on les modifications substantielles avec un produit qui évolue tout le temps? C'est une bonne remarque. Voilà. Donc là, bah, c'est le principe de l'IA. C'est une boîte noire, vous avez des données d'entrée, des données de sortie, et puis c'est apprenant. Donc, ça fait partie des procédures que vous devez mettre en place. Alors, je vois deux alternatives, deux solutions à votre problématique, à cette problématique d'intelligence artificielle et apprenante. La première, c'est vous figez, vous faites un versionning de votre intelligence artificielle. Donc, vous avez je sais pas comment dire, une branche en Y, où sur une des branches du Y, vous allez mettre sur le marché votre dispositif médical avec l'intelligence artificielle versionnée. Et ça, c'est ce que préfèrent généralement les autorités compétentes et l'organisme notifié parce que vous avez un meilleur suivi en termes de modification, en termes de change control, je ne sais jamais comment ça se dit en français, de traçabilité des modifications. La deuxième possibilité, c'est d'anticiper les changements, ce qui signifie que vous devez rédiger votre intended use avec des protocoles d'anticipation des modifications de votre IA. Et là, c'est vraiment un échange que vous devez avoir très en amont avec votre organisme notifié, car pas tous les organismes notifiés sont friands de ces changements substantiels à venir. Donc, comment gérer ces changements substantiels? En tout cas, dans le cadre de l'investigation clinique, soit vous partez sur un versionning de votre IA, soit vous partez sur une évolution parce que vous conservez la partie apprenante de votre IA, mais ça nécessite impérativement des procédures anticipées. Je ne sais pas si j'ai été claire. Alors, une autre question. Alors, on a pas mal de questions. Ça prouve l'intérêt du sujet. Les autorisations sont demandées auprès de qui quand l'investigation est multicentrique, multi-pays? Ah, très bonne remarque. Quand l'investigation est multicentrique, multi-pays, je n'ai pas pu aborder la question et je remercie la personne qui l'a posée. C'est tout simplement auprès de chaque pays qu'il faut faire cette demande d'investigation clinique parce que tous les pays n'ont pas décidé d'interpréter le règlement de la même façon que la NSM. Donc là, je vous ai présenté le cas de la France, mais sachez que par exemple, les investigations cliniques SCAC, article 82 dans d'autres pays, ne nécessitent aucune soumission. Et autre point important de la nouvelle réglementation donc, à venir, à partir de 2024, alors j'ai un doute si c'est 2024 ou 2027, bref, une évaluation coordonnée sera prévue par tous les pays. Il faudra désigner une autorité compétente qui va coordonner tous les autres pays, ce qui signifie que vous ne devrez faire une soumission qu'à une autorité compétente qui ensuite le dispatchera aux autres pays dans lesquels vous avez prévu de faire la même investigation clinique. Mais aujourd'hui, dans le cas du règlement applicable, vous devez soumettre dans chacun des pays. Alors, merci Sylvie, on continue. Alors, il y a une question, sans doute que ça va vous parler, Sylvie, pas de lien avec l'aptitude à l'utilisation 62 366. Oui, ça c'est la norme d'aptitude à l'utilisation, c'est la usability. Si vous pouvez faire un lien avec l'évaluation sommative de votre ingénierie d'aptitude à l'utilisation, mais toute votre ingénierie d'aptitude à l'utilisation ne peut pas reposer sur votre investigation clinique. Aujourd'hui, ce que je peux voir de ce qui a été fait précédemment dans les investigations cliniques, pré-marquage CE, on confirmait l'interface utilisateur justement auprès des professionnels de santé, puisque c'était la situation où on était le plus proche de la vie réelle. Aujourd'hui, avec l'évaluation de la conformité en vue de l'investigation clinique, vous devez soumettre la brochure investigateur. Donc, vous listez la liste des standards applicables que vous allez suivre dans le développement et dans le cadre de votre investigation clinique. Et normalement, il faut que vous ayez un minimum avancé sur la partie formative de votre ingénierie d'aptitude à l'utilisation, voire sommative. Donc, tout ne peut pas reposer
pour votre ingénierie d'aptitude l'ingénierie d'aptitude à l'utilisation sur l'investigation clinique. Pas facile à dire, hein. Bah oui. Alors, une autre question, on enchaîne. Pour revenir à la première question qui a été posée, si une institution conduit une telle étude et publie les résultats, est-il possible pour un fabricant d'utiliser cette publication comme source de données cliniques pour avoir une extension d'indication, sous réserve que l'étude soit menée conformément à l'ISO 14155? Ah, Est-ce qu'il faut que je répète la question? non, j'ai compris la Ok, question, mais je réfléchis à la réponse. d'accord. Alors, plusieurs choses. Qui est propriétaire des données cliniques? Est-ce que c'est l'institution ou est-ce que c'est le fabricant? Donc là, il y a une problématique de contrat. Comme je vous l'ai dit au préalable, un contrat est nécessaire pour l'investigation clinique. Mais là, si vous utilisez les données qui sont générées par quelqu'un d'autre que vous, donc une tierce, une tierce partie, il faut prouver certes que vous êtes conforme, mais que vous avez aussi accès aux données. Donc je vois déjà un souci par rapport à cette problématique de soumettre ou en tout cas de faire cette démarche de conformité par un autre établissement, par un autre promoteur. J'ai envie de dire, dans la 1455, on parle de promoteur. Donc là, il va y avoir une vraie notion de contractualisation à bien couvrir pour réutiliser ces données dans le cadre du marquage CE. Ça, c'est la première problématique. Ensuite, ça veut dire que comme c'est un promoteur autre, comment vérifier la qualité, comment vérifier tous ces points qui sont nécessaires dans les procédures de l'investigation clinique. Là, j'avoue que je ne sais pas répondre. C'est une bonne question, mais j'avoue que je dois creuser la question pour pouvoir y répondre. Alors, on va prendre une autre question. Comment se passe la soumission d'une étude NRIPH? Alors, tout dépend. Si vous êtes conforme à la méthodologie de référence 004, donc si je reviens sur mon diagramme avec les bulles, je suis désolée. Les animations, ça peut être pénible dans l'autre sens. Non, en non, fait. non, mais il vaut Voilà. mieux, voilà. Donc, si je reviens à mes méthodologies de référence 004 de la CNIL, donc là, ça veut dire que vous faites le lien avec le Data Privacy Officer de votre entité, donc le RGPD. Vous devez mettre en place un PIA et ensuite, une fois que tous ces éléments sont prêts, vous faites une déclaration dans le registre HDH, le Health Data Hub, anciennement INDS, Institut National des Données de Santé, et vous n'avez pas réellement de soumission, c'est-à-dire que vous êtes conforme à la MR04, vous faites une déclaration à la CNIL, vous êtes conforme au registre Health Data Hub, vous faites une déclaration de registre sur le fait que vous allez mettre en place cette évaluation, cette cohorte, cette enquête lors de votre recueil de données. Donc, ça ne nécessite pas forcément ce que l'on appelle une vraie soumission. Par contre, si vous avez besoin derrière d'un numéro pour publication, il est possible que vous ayez besoin de passer par un comité d'éthique hospitalier, local, je ne sais pas, qui vous permette de valider la justification scientifique de votre protocole. Et là, c'est encore un autre sujet. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à toute la base de la question, enfin tout l'étendue de la question. Oui, il y a une tonne d'informations effectivement. Merci donc Sylvie pour ces réponses ultra précises. Malheureusement, le temps qui nous était imparti déjà donc écoulé, nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous serions bien restés ensemble pour continuer à échanger, mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré. Il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. Je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion DM sur Parcours Croisé afin d'interagir avec vos pairs et y trouver de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs, notamment les vidéos de Sylvie Lebeau. N'hésitez pas à liker ou commenter afin d'enrichir les débats. Donc, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire. Je remercie encore une fois Sylvie Lebeau pour sa présentation. À bientôt et n'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com. Merci Nicolas, merci à tous. Bonne journée. À tous.